Bonjour à tous. Alors c'est vrai que j'ai un public du coup qui me connaît a priori. Et donc voilà, je savais pas trop quel public j'avais, donc il y a sans doute des choses que vous allez connaître déjà, mais bon, au moins vous aurez les infos. Donc l'idée c'était de parler des dépôts sauvages et on en parlait en avant-première. Hein. C'est quand même un sujet qui malheureusement est un peu présent fortement quand même. Le risque amiante est fort présent dans nos environnements, dans les dépôts sauvages. Et donc là, c'est des photos que j'ai prises dans mes diverses balades. Donc c'est pas... Voilà. Alors, quand même, je vais vous présenter Sequoiam, si ça veut bien. Ça veut pas, pourtant ça marchait tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, Sequoiam, donc on a plusieurs activités. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage amiante, à maîtrise d'œuvre amiante. On fait donc conseiller à l'ADR, donc conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Également, donc, on fait du conseil de l'assistance technique pour les entreprises de travaux, donc de désamiantage ou les entreprises de SS4. On fait également de la formation spécifique, donc à destination de donneurs d'ordre par exemple, ou des formations qui peuvent aider à monter en compétence sur le sujet de l'amiante. Et puis donc on a une application Sésame qui est à destination des entreprises de travaux pour avoir toute une traçabilité sur toutes les traçabilités liées à l'amiante, donc le suivi d'exposition professionnelle, la gestion des déchets, les contrôles qu'on peut avoir sur chantier. Alors donc l'impact des dépôts illégaux de déchets, alors là de manière générale, ça a un impact sur la dégradation des paysages, des cadres de vie. Forcément ça engendre des pollutions de sol, pollution de l'air, de l'environnement public. Ça, c'est une menace pour la sécurité et la santé publique. Je vous apprends rien, tout ça c'est pas très joyeux, pas très réjouissant, et un coût estimé par l'ADEME de 400 millions d'euros par an. Donc un coût qui est porté par les collectivités essentiellement et qui est un coût conséquent. Quelques chiffres, donc on estime qu'on produit chaque année dans le secteur du BTP 200 millions de tonnes de déchets, donc qui sont produits chaque année. On a une estimation selon l'ADEME comme quoi il resterait 15 millions de tonnes de fibrociment amianté. Donc on a encore beaucoup de... Alors uniquement sur le fibrociment, et donc 24 millions de tonnes de déchets de manière générale si on intègre les autres déchets amiantés. On produit a priori 400 000 tonnes de déchets amiantés chaque année. Donc il reste encore pas mal d'amiante à traiter. 90% des collectivités locales sont concernées par ces dépôts sauvages dont on vous parle. Et un autre chiffre, un bâtiment sur 2 qui contient de l'amiante. Et donc le coût annuel de ces déchets amiantés représenterait 185 millions d'euros. Donc des montants et des chiffres qui sont assez parlants, quoi. Alors, qu'est-ce que l'amiante ? Je pense qu'autour de... Enfin là, dans le public, vous connaissez le sujet. Un minéral d'origine naturelle désignant une variété de silicates hydratés de morphologie fibreuse qu'on retrouve à l'état naturel. Il existe 5 variétés qui sont reconnues dans la réglementation. Et donc l'amiante a été très utilisé pour ses propriétés physico-chimiques et son faible coût. Je ne vais pas trop insister sur le sujet. Quels sont les dangers de l'amiante ? Même chose, je pense que vous connaissez. Donc, une fibre qui est dangereuse. Ce qui fait sa dangerosité, c'est sa taille et sa structure. Et du coup, ça reste une fibre qui est biopersistante, qu'on va conserver dans le corps et qui va avoir une réaction avec un délai de latence qui peut être très important. Quels sont les types de matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante ? En fait, on en retrouve partout.
Donc effectivement, le fibrociment, c'est ce qui est le plus visible parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a produit en grande quantité. Dans les années 90, ce qu'on importait, 80% de l'amiante qu'on importait était utilisé dans le fibrociment. Et donc c'est ce qui fait que ce matériau est très visible, mais on trouve de l'amiante ailleurs, pas que dans le fibrociment. Donc dans le bâtiment, on en trouve partout, dans les différentes parois verticales, dans le sol, dans la couverture, dans les cloisons intérieures, dans les canalisations. Donc on les trouve dans les bâtiments, mais pas que. On en trouve également dans d'autres secteurs d'activité. Et donc selon le BRGM, on en trouve également ce type de quantité-là pour d'autres secteurs d'activité. Donc les terres améantifères, les équipements industriels, les véhicules, les TP, les enrobés, donc avec des quantités effectivement plus présentes dans le bâtiment, mais on en trouve dans d'autres secteurs d'activité. Alors, qui est responsable de la gestion des déchets ? Le principe à retenir dans la gestion des déchets, c'est que le producteur, c'est la personne dont c'est l'activité de produire des déchets. Le détenteur, c'est celui qui, à un moment, détiendra ces déchets. Et en tout cas, le producteur ou le détenteur est responsable de cette gestion des déchets jusqu'à son élimination finale. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre un dépôt sauvage ? C'est un délit, donc qui peut entraîner une sanction pénale et ou administrative. Et donc, la solution peut être le dépôt de plainte. Les amendes, elles peuvent aller de 1 500 € à 75 000 €, mais c'est pas non plus quelque chose de fréquent et de facile à démontrer. Donc si on dépose plainte, il faut le faire, mais c'est quand même peu fréquent que ça aboutisse à une plainte pour savoir qui est responsable dans l'histoire. J'ai mis une source à consulter, qui est un guide qu'a fait le ministère de l'écologie sur la lutte contre les abandons et les dépôts illégaux de déchets, qui est plutôt assez bien fait sur la manière de mettre en place des moyens de lutter contre les dépôts de manière générale, pas que les dépôts amiantés. Alors, qui faire intervenir sur ce type de travaux, quand on découvre des dépôts sauvages comme ça? Donc évidemment, on ne va pas exposer du personnel qui n'est pas formé à l'amiante, à minima. On ne fait pas intervenir le technicien de la commune qui n'a jamais été sensibilisé au risque amiante. J'ai hésité à mettre des petites photos de ce qu'on voit parfois de gens qui font ça à l'arrache. Donc non, on fait intervenir une entreprise qui est à minima formée au risque amiante. On peut faire intervenir donc une entreprise dite de SS3, c'est-à-dire une entreprise qui est spécialisée dans le désamiantage, ou une entreprise de SS4 qui est plutôt pas spécialisée dans le risque amiante, mais qui a été formée à ça. J'ai posé la question à la DGT qui me confirme qu'une opération sur des dépôts sauvages, ça relève bien de la SS4, donc pas forcément de nécessité à faire intervenir une entreprise de désamiantage. Alors, j'avais fait une slide sur la différence entre la SS3 et la SS4 pour bien faire comprendre qu'est-ce que ça a comme impact si on choisit l'une ou l'autre, puisque la responsabilité de classer l'opération en SS3 ou en SS4 va relever du maître d'ouvrage. Du coup, en SS3 et en SS4, on va avoir l'évaluation des risques qui est la même finalement, c'est-à-dire définir le niveau de risque. C'est la même chose que ce soit en SS3 ou en SS4. On aura les mêmes moyens de protection collective et individuelle dans l'un et l'autre des cas. Par contre, dans le cas de la SS3, on devra faire déposer un plan de retrait amiante sur lequel on a un délai d'1 mois d'intervention, alors qu'une intervention de SS4, ça se fait dans le cadre d'un mode opératoire sur lequel il n'y a pas de délai. La formation du personnel, elle est dans les deux cas.
pas forcément dans les mêmes modalités, mais dans les deux cas, il faut qu'on ait du personnel qui soit formé. En matière de suivi médical, fiches d'exposition, moyens de protection collective et individuelle, décontamination, gestion des déchets, on est sur les mêmes règles dans l'un et l'autre des cas. En termes de métrologie, et du coup, c'est là que ça pourrait impacter en termes de coûts, c'est que l'entreprise de désamiantage elle a plus d'obligations de métrologie qu'une entreprise de SS4. Et puis, même si pour autant elle devra respecter la valeur limite d'exposition professionnelle et le code de la santé publique dans les deux cas. Et enfin, l'entreprise de SS3, elle est certifiée, ce qui n'est pas forcément le cas d'une entreprise de SS4. Donc il faut qu'elle ait juste une attestation de formation et des modes opératoires qui vont avec. Alors, quelles sont les étapes à respecter lorsqu'on a choisi le cadre légal dans lequel on va se positionner? Donc, on va donc identifier la présence d'amiante et le type de fibre. Donc, là aussi, le repérage n'est pas obligatoire dans le cadre d'un dépôt, puisque ça ne relève pas des obligations sur le repérage avant travaux. Mais pour autant, ça peut quand même être intéressant de savoir quel type d'amiante on a pour les conditions de traitement qu'on va appliquer dessus. Donc ensuite, il faudra classer l'opération. Est-ce qu'on fait appel à une entreprise de SS3 ou de SS4 ? On devra choisir l'entreprise, vérifier sa compétence et voilà, la façon dont elle va intervenir. Faire établir soit le mode opératoire, soit le plan de retrait. Mettre en place les équipements de protection individuelle et collective qu'il va y avoir avec. Donc concrètement, qu'il y ait des moyens de décontamination, que les salariés soient équipés d'un masque et d'une combinaison, et puis qu'ils puissent mettre en sécurité le site pour éviter les interactions avec le public. Et enfin, donc, faire traiter les déchets et obtenir un bordereau de suivi de traitement des déchets, donc, qui est désormais dématérialisé avec Track Déchets. Voilà. En matière de filière d'élimination, donc on a deux grandes méthodologies, deux grandes filières d'élimination. On va avoir l'enfouissement qui représente 97% du traitement des déchets amiantés. Donc on en retrouve de deux types, soit les installations de stockage des déchets dangereux. On estime, le BRGM estimait qu'il y avait 14 ISDD pour traiter les déchets. Pardon ? Non. Et 80 ISDND qui prennent en charge les déchets amiantés. L'inertage, donc, qui représente 2 à 3% du traitement des déchets, qui est l'élimination définitive possible grâce au traitement à la torche à plasma. Donc là, j'ai des représentantes d'Inertam, donc peut-être qu'elles vont me dire que le petit schéma n'est pas très... Si, ça va, ça marche. Donc on part de la torche à plasma et on obtient à la fin le cophalite qui permet d'avoir une matière qui est plus dangereuse. Et donc une seule usine en France et donc un coût quand même élevé, un coût de traitement comparé à l'enfouissement. En termes de maillage territorial, donc les exutoires, on n'en trouve pas forcément sur l'ensemble du territoire et c'est peut-être là une partie de la problématique en fait. C'est que c'est pas forcément accessible pour tout le monde d'avoir un endroit où accéder à une installation qui prend en charge les déchets. Voilà, donc cette carte du BRGM qui indique, qui recense les différentes déchetteries ou installations qui prennent en charge, soit dans le cadre d'un regroupement de transit ou qui prennent en charge de l'élimination définitive de ces déchets amiantés. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler de la loi AGEC. Donc la loi AGEC, c'est... j'ai oublié son nom d'ailleurs. Pardon ?
Merci, merci Antoine. Donc effectivement, la loi pour l'économie circulaire, anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Donc, est-ce que c'est une réponse pour les déchets amiantés des particuliers? C'était la question qu'on pourrait se poser, puisque donc ça impose la REP, donc la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire le principe c'est qu'on va dans l'achat des matériaux financer la reprise de ces matériaux. L'amiante, forcément, on n'en achète plus vu que c'est interdit. Pour autant, les éco-organismes se sont engagés à reprendre les déchets amiantés des particuliers à titre gracieux dans le cadre de la REP. Pour le moment, c'est pas du tout mis en place. Il y a encore des choses à faire, mais ça pourrait être une solution en tout cas pour les déchets des particuliers, d'avoir un maillage territorial qui soit qui puisse prendre en charge tous ces déchets et éviter que ça termine dans notre environnement, quoi. Donc oui, en 2015, on estimait qu'il y avait 616 déchetteries en France qui acceptaient les déchets amiantés des particuliers et ou des professionnels habilités. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un maillage qui existe, mais qui est peut-être pas suffisant, quoi. Quelques petites pistes de réflexion pour une meilleure prévention de ces dépôts. Donc, essayer de travailler sur le contrôle et la sanction effective, puisqu'aujourd'hui, les dépôts de plainte, finalement, ça n'aboutit pas à grand-chose. Donc, est-ce qu'on peut mieux tracer les phénomènes et puis avoir un contrôle effectif, quoi, en tout cas. Améliorer le maillage territorial. Je pense que s'il y avait plus d'exutoires en capacité à recevoir les déchets de manière, sur l'ensemble du territoire, y compris en particulier pour les particuliers justement, mais aussi pour les entreprises de SS4, avoir des points de collecte plus adaptés. Sensibiliser la population. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens se disent que l'amiante c'est un problème qui n'existe plus, mais c'est pas le cas. Et traiter les situations locales au fur et à mesure pour éviter l'installation de décharges à ciel ouvert dans des zones qui sont plus ou moins cachées, quoi. Au plus on traite au fur et à mesure, peut-être qu'on évite le sentiment que cet espace-là, il est libre pour les déchets, quoi. Voilà un peu ce que j'avais imaginé comme piste, mais j'ouvre le débat. Qu'en pensez-vous ?